Je vais voir ici donc ce qu'on appelle les amortissements dégressifs. Dégressifs. Alors, les amortissements dégressifs, on peut avoir plusieurs vues sur les amortissements dégressifs. On peut interpréter l'amortissement dégressif de plusieurs façons. Donc là, je vais classifier les amortissements dégressifs et je vais expliquer un type bien donné ici que j'appellerai le type 1. Pourquoi type 1? Parce qu'il y aura des autres types tout simplement. Il faut bien que je les classifie par type. Voilà. C'est pour ça que, il faut faire attention à l'amortissement dégressif. De toute façon, je vous rappelle, encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Et voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Les amortissements, on n'essaie pas de les gonfler ou les, comment on appelle ça, les diminuer à son gré. Hein. Ça va pas comme ça. Je rappelle que qui fait des amortissements dégressifs, beaucoup d'institutions peuvent faire des amortissements. Je pense aux banques. Les banques font des amortissements. Voilà, les banques, etc. Mais moi ici, ici quand je parle d'amortissement d'une banque, c'est l'amortissement par rapport, à un prêt, pour avoir, ce que va coûter le crédit, par exemple, un crédit, combien va coûter le crédit, il peut faire un amortissement pour voir combien va coûter le crédit sur combien de temps. Bon, mais c'est pas ce genre d'amortissement que je parle ici. Moi, je parle des amortissements des entreprises pour pouvoir les écrire dans les écritures comptables, hein, dans les documents y afférents ou les fichiers informatiques y afférents. Donc je parle d'entreprise. Donc les entreprises, quand ils veulent faire un amortissement sur machine, matériel roulant, sur des valeurs immobilisées, voire sur des frais d'établissement, parce qu'on peut aussi faire des amortissements sur des frais d'établissement, sur des valeurs immobilisées, aussi bien corporelles qu'incorporelles. Voilà, c'est ça qu'on va amortir. Et donc les écritures, les passations d'écriture comptable, vous les connaissez, parce que j'ai montré pas mal d'écritures. Si c'est un matériel roulant, vous allez avoir amortissement sur matériel roulant à matériel roulant. Si c'est des machines, vous allez avoir amortissement sur installation machine-outillage, sur installation machine-outillage. Voilà. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier de passer en fin d'année les écritures de dotation, faire passer au compte de charge, dotation aux amortissements, à amortissement sur, si c'est du matériel roulant, c'est sur matériel roulant, si c'est un amortissement sur installation machine-outillage, voilà, on aura toujours les mêmes écritures, les passations d'écriture, donc on aura toujours, par exemple ici, si c'est du matériel roulant, alors je rappelle que matériel roulant, c'est un bien corporel, hein. Donc, vous allez avoir amortissement sur matériel roulant qui, lui, va être débité. Celui-ci, matériel roulant, va être crédité. Voilà. Et puis, en fin d'année, vous avez dotation qui est un compte de charge sur amortissement sur actifs immobilisés à, on va dire, alors lui il est débité bien sûr, et l'autre il est à amortissement sur matériel roulant par exemple. Voilà, on aura des écritures de la sorte. Bon, s'il n'y a pas une cession entre temps, hein, s'il n'y a pas une vente, alors à ce moment-là, s'il y a une vente, on peut mesurer soit une plus-value ou une moins-value sur la vente entre temps, par rapport à la valeur de la prix de revient de la marchandise, du bien immobilisé. Alors, donc, lui, il sera écrit au débit pour amortissement. Alors, lui, c'est au débit pour la dotation. Et bien sûr, on met les montants qui correspondent. Correspondant, montant correspondant. Donc, je vous dis, on ne fait pas ce qu'on veut. Ça, c'est déjà une chose. Il faut le savoir. Parce que c'est, on va dire,
c'est régi par un cadre légal. Un cadre, il y a les amortissements, voilà, un cadre légal. Parfois, voire un cadre fiscal. Mais généralement, le cadre légal se suffit et le cadre fiscal, ben, je veux dire, acquiesce, voilà, les règles normales pour les prendre en règles fiscales. Elles acquiescent les règles légales formatées par des institutions autres que le fisc. Alors ceci, donc vous avez des écritures de la sorte. Alors je vous rappelle que le compte d'amortissement, c'est un compte de correction. Hein. On fait des corrections au fur et à mesure. Le compte d'amortissement, c'est un compte de correction. Voilà. Compte de correction d'actifs. Voilà. Alors que lui, c'est un compte de charge. Celui-ci, c'est un compte de charge. Alors, n'oubliez pas que dans le bilan, ben, je veux dire, on a l'actif est toujours égal au passif. Hein. Mais celui-ci, il est corrigé au fur et à mesure. Voilà. Donc, l'actif est toujours égal au passif. Par contre, pour les comptes de résultats, où il y a chargé produit, ben, on peut avoir chargé produit, on peut avoir une balance qui est soit comme ceci, voilà, ou une balance qui peut être comme ça. Ouais, peut-être nulle aussi la balance, on va dire ça comme ça. Mais généralement, ça penche d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus de charges que de produits, voire plus de produits que de charges. Là, on a des bénéfices. Et alors, on scinde. Hein. Bénéfices, on peut avoir des bénéfices ou des pertes. Bénéfices d'exploitation, des pertes d'exploitation, des pertes financières ou des bénéfices financiers, pertes financières, des bénéfices à valeur exceptionnelle ou des pertes à valeur exceptionnelle. Là, on a bénéfices avant impôt, bénéfices de l'exercice courant avant impôt, tralala, tralala. Voilà, donc pour les comptes de résultats, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Alors que les comptes voilà, du bilan, actif et passif, là, on a toujours la balance qui est bien, toujours, comment on appelle ça, équilibrée. Dans le bilan, ici, c'est toujours bien équilibré. Voilà. Mais attention, comme je dis, il y a des comptes de correction hein, qui se font au fur et à mesure. Voilà. Il y a des comptes de correction. Par exemple, je pense au compte amortissement sur matériel roulant. Et là, l'écriture de dotation, c'est en fin d'année. Je vous rappelle que cette écriture-là, c'est uniquement, on fait passer en charge, voilà, en fin d'année. Au cours des différentes années. Donc, ce que je voulais dire par là, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je vais voir l'amortissement dégressif, il y a plusieurs types, et celui-ci, je vais l'appeler type 1, mais je veux dire, tout ça est cadré par la loi. On ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a la législation qui est dans les alentours. La législation se cache dans les alentours. Et donc, l'entreprise est soumise à de la législation. Donc, ce qui veut dire quoi? Bah, ça va dans les deux sens. Hein. Bon, ça va dans les deux sens. On peut être requérant, l'entreprise peut requérir à la législation, comme la législation va imposer, je veux dire, voilà, voilà, va imposer, voilà, des lois cadres à l'entreprise. On va dire ça comme ça. Donc, que, bon, bien sûr, l'entreprise est censée, je veux dire, j'ai bien dit censée, respecter hein, les lois cadres de la législation. Maintenant, si je veux dire, elle ne respecte pas la loi, c'est comme tout à chacun, ben, si elle ne respecte, si au niveau civil, les gens ne respectent pas la législation, ben, je veux dire, si elles ne se font pas attraper, elles ne sont pas réprimandées, mais si elles se font attraper, ils ont une réprimande. C'est comme ça partout. Voilà, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il y a des gens qui outrepassent la loi, mais quand ils se font avoir, bon, ben, ils payent les conséquences, je veux dire, de leurs abus ou de leur dérive vis-à-vis de la loi. Bon, le tout, c'est quand ils se font attraper. On va dire ça comme ça. Alors, donc, ici, l'entreprise fait ce qu'elle veut, mais bon, si elle est hors la loi, mais je veux dire, s'il y a un contrôle, soumis à contrôle, bon, qu'elle se fait apprendre, ben, je veux dire, elle peut avoir des amendes. Il y a des amendes qui peuvent, je veux dire, des amendes au niveau des tribunaux qui peuvent, je veux dire, pénaliser l'entreprise pour avoir enfreint, je veux dire, certaines considérations du cadre légal. Donc, ce qui veut dire par là que la législation est toujours omniprésente par rapport à l'entreprise. Il y a un cadrage. On ne fait pas n'importe quoi, j'ai toujours dit, quand vous avez une voiture, votre voiture, vous ne le mettez pas dans votre cuisine.
une voiture, on ne la met pas dans le salon. Ben, pourquoi? Parce qu'on cadre. Une voiture, c'est fait essentiellement pour se mettre dans le garage ou à l'extérieur ou dans une cour de jardin ou propice, je veux dire, à un passage de véhicule avec voilà, un aménagement pour le véhicule. Un aménagement probable pour le véhicule, mais on peut ranger dans un jardin un véhicule, pourquoi pas. C'est faisable. Mais disons que mettre une voiture dans une chambre à coucher, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que je veux dire, bon, un artiste pourrait le faire. Parce qu'un artiste, il peut sortir de la, voilà, euh, voilà, du quotidien. L'artiste, il peut t'amener à faire du n'importe quoi dans un but justement, bon, de casser cette monotonie, je veux dire, de ce qui cadre les lois, enfin, de ce qui cadre, je veux dire, la vie en général. Parce que la vie en général, elle est cadrée. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. On ne fait pas ce qu'on veut. On est régi par des lois. Il y a des lois. Donc, il y a les lois dans la famille, il y a des lois scolaires, il y a des lois, je veux dire, en société civile, il y a des lois dans des discothèques, il y a des lois. Voilà, ouais, il y a toujours les lois dans l'entreprise. Bon, on peut faire sa loi un petit peu, voilà, des cadres qui régulent un petit peu, je veux dire, à ce que tout se passe bien, je veux dire, dans un environnement, micro-environnement ou un sous-domaine, voilà, de la vie en général. Donc il y a différents sous-domaines, hein, la famille, je veux dire les entreprises, le niveau scolaire, le niveau, si vous allez dans une administration, on vous demande de rester poli, de prendre un ticket, je veux dire, de suivre les règles de préséance qui sont écrites sur un écriteau. Par exemple, on vous dit, bon, prenez place sur un siège, prenez votre ticket, restez calme, ne pas parler fort, je veux dire, etc., etc. Il y a des règles de préséance quand vous allez dans une administration. Donc, il y a des règles qui cadrent un petit peu, je veux dire, des sous-environnements, des sous-domaines. Voilà, c'est ça que j'appelle sous-domaine. Sous-domaine, c'est parce que le domaine, bon, on va dire, c'est la terre, avec les lois de l'ONU. Ensuite, on a les lois, je veux dire, on va dire, des lois cadres. Hein, des lois cadres, il y en a énormément. Il y a énormément de lois cadres. Je peux aller chercher énormément voilà, de diverses parties. Le GATT, voilà. On va prendre le FMI, il a ses lois. Le GATT, il a ses lois. L'Union européenne a ses lois. Voilà. L'Union africaine a ses lois. Je veux dire, les groupements asiatiques ont leurs lois. Bon, et alors, bon, si je prends au niveau voilà, du Fonds monétaire international, il y a ces lois. Donc, il y a tous des micro-environnements, enfin des environnements comme ça, qui font qu'il y a des lois. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle les sous-domaines. Et donc, si on va au fin fond d'une famille, ben, il y a des lois. Dans une famille, il y a des lois. On fait charbonnier et maître chez soi. Ça veut dire que qui commande chez lui, ben, c'est voilà, il y a la société patriarcale, voilà, c'est le père qui fait office voilà, voilà, on va dire, il cadre les règles, voilà, au sein de la famille. Maintenant, il y a aussi, bon, la mère qui cadre énormément aussi. Il n'y a pas que le père, il y a voilà, patriarcal, matriarcal. Parfois, c'est les deux, c'est chacun. Maintenant, s'il y a des divergences entre l'un ou l'autre, bon, ça se discute. Voilà, nous, ça se discute toujours. Jusqu'au, voilà, on a un point, un accord commun qui est établi entre les diverses parties pour se mettre d'accord sur quelques règles à respecter au sein de la maison, au sein voilà, d'une école, au sein de ce que vous voulez, au sein d'un hôpital. Il y a des règles au sein d'un hôpital. On ne rentre pas comme on veut dans un hôpital après une certaine heure. Voilà, quand ils décident de fermer l'hôpital à une certaine heure, tout le monde est obligé de sortir. Et bon, les seuls arrivés sont les urgences. Voilà, vous passez par les urgences, il y a quelque chose. On ne rentre pas dans un hôpital, je veux dire, comme on rentre dans un moulin, je veux dire, à n'importe quelle heure. Hein. À un moment donné, ils ferment les portes. Et je veux dire, pour éviter les vols, pour éviter de déranger les malades, pour éviter aux malades de se reposer, aux accidentés de se reposer, etc. etc. Et il y a mille et une raisons pour lesquelles, je veux dire, on ne laisse pas rentrer, je veux dire, à une certaine heure, les gens, il faut laisser reposer les malades. Les gens sont malades, il faut les laisser reposer. Les gens sont accidentés, je veux dire, il faut les laisser reposer, qui reprennent des forces, on va dire ça comme ça. Alors, donc ici, ce qui veut dire que si j'appelle amortissement dégressif de type 1, ben, c'est cadré par une législation. Donc derrière, on ne va pas faire ce qu'on veut.
Alors ici, je vois un certain type, c'est pour ça que je l'appelle type 1, parce qu'il y a deux autres, il y aura des autres types. Euh, Simplement, c'est pour vous dire que ici, ça va être cadré. Je vous le dis tout de suite. Donc, quand je dis que ça va être cadré, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que vous devez aller voir la législation correspondante à ça. Voilà, vous allez, voilà, la législation, bah, c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà, c'est pas ce qui manque à lire. Donc, moi, je vous dirais d'aller voir, bon, les lois cadres, il y a celle de 1975, il y a celle de 1976, il y a celle de 91, il y a celle de 2001. Bon, il y a eu des lois cadres qui sont sorties à différentes époques. Maintenant, vous tapez par mots-clés, voilà, loi cadre sur voilà, les amortissements dégressifs, et vous vous expliquez un petit peu comment ça peut tourner, comment on peut calculer ça, etc. etc. Mais il faut aller voir, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pour vous dire qu'il faut aller lire la législation, parce que quand on fait de la comptabilité, ben, on est soumis à la législation, donc vous devez lire, tous ceux qui font de la comptabilité sont obligés d'aller lire voilà, les articles relatifs à, voilà, à leur domaine, qui est voilà, leur domaine c'est quoi? Leur domaine c'est la comptabilité, qui est liée avec la législation, donc ils doivent connaître la législation, on va dire ça comme ça. Ils doivent connaître la législation, connaître, bon, du moins les principes fondamentaux qui régissent le cadre voilà, de, de celui qui utilise la comptabilité ou voir le comptable lui-même, ou l'expert comptable, ou le conseiller. Donc toutes ces personnes-là qui utilisent la comptabilité, je pense aux étudiants qui font de la comptabilité, je pense à l'expert comptable, je pense au comptable, je pense au conseiller, voilà, un conseiller financier ou quelque chose comme ça, ou n'importe, ou des personnes qui sont avocats voilà, dans le monde voilà, voilà, du droit commercial. Ben, je veux dire, la moindre des choses, c'est d'aller voir ce que dit la législation en rapport avec, je veux dire, les amortissements de type dégressif. Alors ici, moi je vais prendre différents cas de figure. Ici, ça va être le type 1. Mais avant toute chose, ben, dégressif, ça consiste à, on va dire, amortir plus durant les premières années d'utilisation. Alors, pourquoi on justifie son utilisation? Parce que c'est par le fait que, on va dire, bon, si c'est du matériel, hein, dans le sens où c'est de l'immobilisation euh, corporelle, ben, l'immobilisation corporelle, ben, elle va perdre plus de sa valeur durant les premières années d'usage. Alors, je vous rappelle qu'on peut faire de l'immobilisation sur des frais d'établissement. Voilà, quand voilà, on amortit les premiers frais quand on lance la société, voilà, etc., etc. On peut faire beaucoup de types d'amortissement. Voilà, il faut aller voir les lois qui sont là-dessus. Mais on peut faire voilà, de l'amortissement sur aussi de l'immobilisation incorporelle. Donc vous voyez que frais d'établissement, immobilisation corporelle et incorporelle sont susceptibles d'être amortis. Alors, si il est de type voilà, dégressif, alors ici, je pars du fait que le matériel, bah, c'est du matériel, donc c'est de l'immobilisation corporelle, par exemple. Hein. Par exemple, attention, j'ai pas dit que c'est. J'ai dit par exemple, je prends ici du cas de matériel, par exemple matériel roulant, ou je prends, je sais pas moi, mobilier, ou installation machine-outillage, ou encore, voilà, euh, voilà, on peut, tout ce qui est palpable, touchable, c'est-à-dire corporel, ben, c'est des immobilisations corporelles, immeubles, hein, voilà, des immeubles, etc. Eh bien, supposons qu'on justifie l'utilisation d'amortissement dégressif, c'est-à-dire ça dégraisse, ça diminue euh, son utilisation par le fait que le matériel perd plus de sa valeur durant les premières années d'usage. Contrairement au progressif, bon, c'est le contraire. Voilà, c'était le contraire. Hein. Elle perdait moins au début, puis ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et on avait un minimum au début pour les progressifs et un maximum à la fin. Bon, ici, on a un maximum au début et un minimum à la fin. Pourquoi? Parce que ça diminue, c'est dégressif. C'est dégressif. Alors, ce type d'amortissement est autorisé, n'était autorisé en Belgique que pour les valeurs corporelles dont la durée d'utilisation était supérieure à 6 ans et inférieure à 20 ans. Donc vous voyez qu'à un moment donné, les lois cadres, voilà, faisant en sorte que ce type d'amortissement était possible pour des années comprises entre 6 et 20.
entre 6 et 20 ans. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre, pour expliquer ceci, je vais prendre, donc de 6, avant c'était de 6 à 20 ans. 6 à 20 ans, à ce moment-là. Donc, bien sûr, supérieur à 6 hein, et inférieur à 20, donc de 6 à 20 ans, là, en ce moment, on pouvait faire du dégressif. L'amortissement dégressif. Alors, je vais prendre un exemple. Bon, ça c'était pour la Belgique, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays. Chaque domaine, voilà, qui est un pays, ben, c'est loi cadre. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, je veux dire, dans les pays voisins, en Allemagne, ou je ne sais pas au Luxembourg comment ça va. Mais parfois, il y a une harmonisation. Parfois, c'est des lois européennes, on va dire ça comme ça. C'est des lois européennes, il y a une harmonisation européenne qui se fait. Voilà. Ben, bon, ici, en Belgique, avant, il y avait déjà. Alors, dans les harmonisations, il y a des standards aussi. Hein. Il y a aussi parfois des pays qui standardisent, je veux dire, beaucoup de choses. Le standard, c'est fort important pour le fonctionnement, voilà, l'outil de production, la standardisation. Bon, ici, on n'est pas dans les standards métrologiques, mais disons qu'on est dans les standards, on va dire, de comptabilité. On va dire ça, du monde de la comptabilité. Voilà, donc, pas tout confondre aussi au niveau standardisation. Bon, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle le PCMN, plan comptable minimum normalisé. Bah, en électricité, on a le règlement général sur les installations électriques. Voilà, il y a une harmonisation à ce niveau-là. Voilà. Et sur la métrologie, il y a une harmonisation au niveau, voilà, des unités internationales, UCMSI. Donc vous voyez que les harmonisations, c'est pas ce qui manque. Je pourrais aller rechercher pas mal d'organismes, voilà, de standardisation au niveau de la métrologie, mais je veux dire, c'est pas le but du jeu ici, ou du sujet, puisque ici, je parle de la comptabilité. Donc ici, 6 à 20 ans, bah, c'était ce que la Belgique, voilà, mentionnait, pour pouvoir faire un amortissement dégressif. Maintenant, le tout, c'est de trouver un exemple. Si je prends, par exemple, on va dire, l'achat. Alors, je vais prendre une machine-outil. Achat d'une machine-outil, qui est un outil de production qui permet de faire pas mal de choses. Alors maintenant, il y a les machines-outils, voilà, de type numérique. Achat d'une machine-outil. Alors, les machines-outils qui permettent de faire, bon, on construit beaucoup de choses. Hein. Voilà, on peut construire les machines-outils sont à la base de la création, voilà, des bulles, des bulles de bulldozer. Quand je dis bulles, c'est bulldozer, des chars, de pièces mécaniques, etc. Par exemple, si je prends Fin Mécanique, qui est une entreprise italienne, bah, elle utilise beaucoup de machines-outils. Ce qui faisait la force, voilà, italienne, voire allemande, voire française, ben, c'était justement les machines-outils. Hein. La force de frappe, voilà, de ces pays où il y avait beaucoup de PME, PMI. L'Italie a de nombreuses PME, PMI avec beaucoup de constructions, voilà, mécanisées. Donc l'Italie était fort connue pour, voilà, déjà construire des machines-outils elles-mêmes. Hein. Ils construisaient des machines-outils eux-mêmes. Et l'Allemagne aussi. Ils avaient des propres machines spécialisées, des machines aussi spécialisées pour permettre d'avoir des outils de fabrication ils étaient bien outillés. Ils étaient bien outillés au niveau des machines. Ils avaient des machines-outils. Et ces machines-outils permettaient de construire des pièces de bateau, tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Il suffisait, voilà, de dessiner. Quoique maintenant, il y a même, au niveau des machines-outils, vous pouvez dessiner sur AutoCAD et AutoCAD et introduire directement le dessin. Et la machine vous fait tout. Ça va jusque-là. Voilà, donc il y avait de la conception. En fait, les machines-outils, on part, voilà, de la conception, donc assistée par ordinateur. Bon, il y a la branche dessin, bien sûr, hein, et la branche DAO, hein, dessin assisté par ordinateur.
DAO. Bien sûr, il y avait tous les calculs qui se faisaient au niveau, voilà, quelle matière qui va être utilisée, les diverses matières, voilà, voilà la conception des pièces. Donc, dans la conception, ben, il y avait, voilà, la forme, les dimensions, etc., les tolérances, etc., forme, dimension, tolérance des pièces, etc. Tolérance qui est fort important, hein, je veux dire, notamment pour les machines-outils, la tolérance des pièces, c'est fort important. Voilà, concept, voilà, voilà, dans la CAO qui intervient, qui est un élément fondamental pour la construction de pièces. Parce que quand vous mettez deux pièces l'une dans l'autre, il ne faut pas qu'il y ait un jeu. On tolère on tolère certaines choses, voilà, mais il ne faut pas qu'il y ait un jeu et que ça fasse n'importe quoi, qu'il y ait des vibrations quand on fasse tourner, voilà, une machine ou quelque chose comme ça. Une machine qui a été construite, si vous construisez une machine et que puis après il n'y a pas les bonnes tolérances, je veux dire, la machine va vibrer, je veux dire, il n'y aura pas un axe qui sera correctement mis, il y aura une usure de ce fait, etc. etc. La machine peut même casser un morceau de pièce, voire la machine complète. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que tout est fait. Le fil mécanique, c'est fait avec de finesse. Hein. Voilà, c'est des tolérances, je veux dire, c'est ça qui fait le charme voilà, de la construction de la fibre mécanique, c'est au niveau des tolérances. Et donc, une machine outil peut, je veux dire, aider à fabriquer énormément de choses. Alors, bien sûr, les machines outils, on les retrouve, voilà, voilà, pour divers matériaux. On a aussi des machines outils pour les bois, construction de tout ce qui est menuiserie, ébénisterie. Bon, alors on peut travailler le bois, on peut travailler le métal. C'est ça que je veux dire. On a des machines outils pour le bois, des machines outils pour le métal, et ainsi de suite. On va traiter ici le métal, ici on travaille avec le bois. Et il y a différents types de machines outils. Il en existe beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, à un point tel que maintenant c'est robotisé. Enfin, il y avait des automates. On pouvait faire travailler, voilà, aussi par automate programmable. Hein. On peut travailler par automate programmable, par robot, voilà, par machine-outil, etc., etc. Voilà, machine-outil. Et donc là, les machines-outils, c'était. D'ailleurs, il y avait dans les écoles, certaines écoles on va dire, dans certaines écoles, on va dire, écoles, on va dire, pratiques professionnelles, ce qu'on appelle le PP, pratique professionnelle. Bon, en pratique professionnelle, on trouve les automates programmables, on trouve les machines-outils, on trouve des soudeurs. Voilà, la section, voilà, ceux qui font les soudeurs, bien sûr, il y a électricité, ça, d'office, bois, électricité, c'est normal. Électricité, et ainsi de suite. Voilà, il y avait électronique dans les écoles de pratique professionnelle. Voilà, électronique, et ainsi de suite. Bon, voilà, dans la pratique professionnelle. Bien sûr, il y a les coiffeurs, etc., mais ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir. Ici, je parle voilà, de la CAO, DAO. De la CAO, DAO. Bon, ici, soudeur, bah, il devait faire aussi de la DAO, dessin assisté par ordinateur. Quand vous faites de l'électricité, vous faites de la DAO. Quand vous faites du bois, bah, il faut dessiner les pièces à construire, vous faites de la DAO. Voilà, automate programmable. Là, ça peut intervenir dans un cycle, voilà, on peut faire de la DAO. On peut faire de la DAO aussi, parce que quand on va faire, voilà, vous voulez mettre voilà, un mécanisme contrôlé par automate programmable, d'office, bon, il faut dessiner le mécanisme. Voilà, vous pouvez avoir de la DAO, et même de la CAO. La CAO, c'est de la conception, et de la DAO, c'est du dessin. On ne va pas confondre les deux. Donc ici, supposons qu'on a une machine-outil. Achat. Alors, les machines-outils, généralement, c'est cher. Hein. Mais en tout cas, elles vont vous rapporter beaucoup d'argent, je vous le dis tout de suite. Les machines-outils, ça coûte cher au départ, mais c'est parce que ça va vous faire gagner énormément d'argent. Donc, on va l'acheter. Je vais inclure des frais de transport. Bon, je vais mettre 400 000. Frais de transport, on va mettre 15 000.
Hein, alors, TVA, allez, je vais mettre 21%. Voilà, 21%. Voilà, on va dire ça. On achète une machine-outil de 400 000, frais de transport et de mise en place 15 000. Je vous rappelle, c'est des unités monétaires. Voilà, frais de transport, mise en place et tests. Voilà, mise en place et les tests, 15 000. TVA 21%. Alors, comment vas-tu utiliser le dégressif? Ben, il faudrait regarder la façon suivante. C'est pour ça que je dis que c'est le type 1. Si on avait utilisé la méthode de l'amortissement linéaire, oui, attention qu'ici je vais le mettre sur 10 ans. Sur 10 ans. Alors, je vous ai dit que pourquoi je mets 10 ans? Parce que bon, on a le droit quand c'est compris entre 6 et 20. Entre 6 et 20, ben, je peux faire du dégressif. Voilà, et là, j'ai mis 10 ans. Bon, alors, le tout, c'est de voir comment on va faire. Ben, si on avait utilisé la méthode de l'amortissement linéaire, si on avait utilisé Amorline, l'amortissement Amorline, si on avait utilisé Amorline, l'amortissement linéaire, la durée prévue aurait été de 5 ans. La durée prévue aurait été de 5 ans. Donc inférieur à 6. Inférieur à 6. On aurait été prévu. Autrement dit, le taux d'amortissement aurait été de. Le taux aurait été. Donc le taux d'amortissement. 20%. Parce que c'est 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vous rappelle que les 5, c'est 100%. Hein. Donc si on fait de la morline, ben, on aura sur 5 ans 20%, 20%, 20%, 20% et 20%. C'est pour ça que je dis 20%. Voilà. C'est 100% divisé par 5 pour avoir annuellement. Voilà. Donc ce qui veut dire que le taux ici, je le prends à 20%. Je fais comme si, voilà, c'est comme si j'avais de la morline, l'amortissement linéaire, avec une durée prévue qui aurait été de 5 ans, ben, le taux est de 20%. Donc je calcule avec un taux prévu. Attention que c'est le type 1. Hein. C'est le type 1. Alors maintenant, voyons voir les choses. Je vais faire le calcul. TVA. Bon, on s'en fout de la TVA. Bon, elle n'intervient pas dans le... Voilà, ça c'est dans un compte TVA. TVA récupérée, TVA payée, peu importe. Voilà, ici c'est une TVA récupérée ici. Donc il faut aller dans le compte TVA récupéré. Je mets le montant dans TVA récupéré. Voilà. Mais ça, on s'en fout. Il ne va pas intervenir dans le compte de... Voilà. Alors, ceci, c'est installation machine-outillage. Hein. Donc, de mettre dans installation machine et outillage. Voilà. Et l'amortissement relatif à installation machine et outillage. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais les frais de transport et tout, ben, ça, on s'en fout. Parce que l'amortissement, il va porter sur ça. Il va porter sur ça. Donc, on s'en fout de la TVA ici. Le TVA, c'est dans un compte TVA récupéré. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, combien on va amortir? Ben, on va amortir 415 000. 415 000 sur 10 ans. Mais à un taux de combien? Mais comme si on avait fait un amortissement linéaire basé sur 5 ans, ça veut dire 20%. Donc on a tout. On a tout. Et donc, grâce à ça, ben, je vais mettre mes 10 ans. Hein, période. Alors, les périodes, c'est période annuelle. Hein. Je considère ici une période égale une année. C'est une période annuelle.
Parce qu'on peut avoir des périodes mensuelles ou voilà, des périodes journalières. Bon, ici, une période, c'est une durée de temps. Voilà, ben ici, la durée de temps, c'est l'année. Période 1, 2, et donc, il me faut 10 ans. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, la valeur de départ. Ben, la valeur de départ, elle vaut 400 000. Voilà, plus 15 000. Plus les 15 000 de frais de transport, de mise en place et de test, c'est 400. En fait, il faut partir sur base de 415 000. C'est ça qu'on va amortir. On va amortir les 415 000. Et donc, on amortit aussi les 15 000 de mise en place et de frais de transport, etc. Vous voyez, ça se passe comme ça. Bon, avant toute chose, ceci, ça va contenir des valeurs. On va mettre, donc, je vais mettre sans virgule. Hein. Donc, je vais mettre des milliers. Voilà. Et je vais retirer voilà, 2 virgules. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Alors, c'est la valeur initiale, hein, valeur initiale, qui est le prix d'acquisition plus les frais de transport plus la mise en place et les tests. Voilà, 415 000. Donc, ça c'est la valeur initiale. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qu'on doit mettre dans les comptes amortissement. Hein. C'est surtout ça. Voilà, voilà. Donc, dans les comptes amortissement, qui est un compte de correction, on mettra l'amortissement annuel. Ou ce qu'on appelle aussi, certains appellent ça les annuités. Les annuités, bon, ils appellent ça des annuités, pourquoi pas. On va dire, parce que c'est chaque fois, chaque année, donc ils appellent ça annuité. Bon. Mais le problème pour connaître l'amortissement annuel, il faut connaître le taux d'amortissement. Ici. Il faut connaître le taux d'amortissement. Voilà. Donc, le taux d'amortissement, ben, vous le connaissez. Il est de 20%. C'est comme si on avait fait un amortissement linéaire sur 5 ans. Taux d'amortissement. Alors, le taux d'amortissement, je vais le mettre en pourcent. Alors, je pourrais mettre directement pourcent dans les, ici, mais bon, je vais mettre juste la valeur 20. Je ne vais pas directement calculer en pourcent. Donc, je pourrais mettre un pourcent dans les cellules, mais je ne le ferai pas. Parce que j'indique qu'il sera déjà en pourcent, Donc, je ne veux pas calculer par rapport à un pourcentage, mais le pourcentage, je le ferai dans le calcul. Vous allez voir. Je peux mettre pourcent. Ici, je ne le mets pas. Parce que justement, je ferai un calcul qui va tenir compte uniquement du taux, qui est un taux de 20%. 20, voilà. J'ai mis 20. Alors, j'aurais pu mettre 20%, mais je mets 20. Parce que je vais calculer, je vais faire un calcul avec le pourcentage par après. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ben, je fais 415 000 fois 20, et c'est ici que je prends le pourcent. Je prends en charge le pourcent là. Voilà, je le prends ici. Vous voyez que ça fait 83 000. J'aurais pu mettre le pourcent ici, hein, c'est ça que je veux dire. Je mets 20%, mais à ce moment-là, je ne le mets pas là-bas. Si je le mets ici, le pourcent, je ne le mets pas là-bas. Par exemple, bon, je vais bien le faire, hein, c'est pas un problème. Bon, je vais mettre... bon, on va recommencer ça. Ouais, normalement, c'était pas ça que j'aurais dû mettre. C'est plutôt égal ceci en pourcent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, j'aurais pu mettre ici 20%, mais alors à ce moment-là, je ne mets pas pourcent ici. Hein. Si je le mets là-bas, je ne vais pas le mettre deux fois. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on met en plus? Ben, on met l'amortissement, on veut savoir le cumul. C'est intéressant de savoir le cumuler. Donc ici, je vais mettre amortissement. Alors, pour éviter des grandes phrases comme ça, je vais mettre amort, voilà, cumulé.
Alors, je dirais même plus, ici, je vais mettre amortissement. On sait bien que tout concerne amortissement. Amortissement. Là, de cette façon-là, là, je mets tout simplement le taux, qui sera en pourcent. Hein. Je mets le taux d'amortissement, qui sera le taux d'amortissement. Ici, l'amortissement, on sait bien que c'est un amortissement, ce sera l'annuel. Et là, je mets l'amortissement, tout simplement, on sait bien que c'est un amortissement cumulé. Cumulé. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est la valeur résiduelle, je veux dire, en fin d'année. Donc, en fin d'exercice. La valeur résiduelle en fin d'exercice. Donc, que je vais appeler VR, valeur résiduelle. Attention que VR, c'est avec, normalement, VR en fin d'année. Voilà, valeur résiduelle en fin d'année. Bon, le cumul, je ne sais pas pourquoi j'ai outrepassé ligne. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, et ce qui me permet, c'est pour avoir voilà, comment on appelle ça, des colonnes. Des colonnes plus petites, hein, que comment c'est étalé, bon, ça s'étale, bon, il y a très peu de colonnes, et ça s'étale, bon, c'est pas, je veux dire, au niveau du design, c'est pas terrible. Donc voilà. Et maintenant, bien sûr, le cumulé, la première année, le seul cumul qu'on a, c'est la valeur, celle qu'on a l'amortissement annuel de la première année, parce qu'on n'a qu'une première année, donc on n'a qu'un seul montant. Voilà. Et la valeur usuelle, c'est la soustraction de 415 000 moins voilà, l'annuel. On a la valeur résiduelle en fin d'année qui est de 332 000. Alors, sur base de ça, bien sûr, ici, le taux d'amortissement, il sera constant. Voilà. Attention, c'est pour ça que je vous dis qu'il est de type 1. Et le type 1, je considère de type 1 quand il est tout constant par là. Parce que ce ne sera pas toujours comme ça. On peut avoir un taux, voilà. Ici, vous allez voir que on va avoir un amortissement de type dégressif, hein, malgré que j'ai pris un taux constant. Hein. Voilà, le taux est constant, mais j'ai un amortissement dégressif. Alors que bon, je peux faire varier le taux. Et ça, je le ferai dans une autre vidéo. Il faut bien pour avoir un autre type, voilà, avec un taux variable, là, il faut bien gérer la chose. Il faut bien gérer la chose. Ça ne se fait pas n'importe comment, encore une fois. C'est pour ça que je verrai quand il y a un taux variable. Mais ici, j'ai considéré que, voilà, c'est un taux fixe. Un taux fixe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va répercuter la nouvelle valeur devient l'ancienne valeur. C'est la valeur résiduelle en fin d'année. Il ne reste plus que ça. Voilà. Je refais mon calcul. Voilà. Comme ci. Alors, 66 400. Le cumulé, c'est celui-là plus celui-là. 149 400. Et bien sûr, là, je vais tirer ceci. De 65 000. Et celui-ci, il vaut celui-là. Voilà. Alors ça, je vais tirer. Voilà. Bon, il y a encore le cumul à tirer. Et là, on a sur base un amortissement, je veux dire, qui est dégressif. Voilà, basé sur 10 ans, à un taux constant de 20%. Et donc, ce qu'on doit voir, bien sûr, c'est dans les comptes d'amortissement basé sur 10 ans, c'est ça. Voilà, c'est ça qui doit apparaître dans les comptes d'amortissement. Et la liaison que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, par rapport au compte, voilà, là vous devrez répercuter, voilà, dans ce compte-là, les valeurs que je vous ai mis là. Et bien sûr répercuter par rapport à matériel roulant. Et chaque année, faire une dotation aux amortissements qui est la valeur. Voilà, chaque année, il faudra voilà, solder le compte
voilà. Il faudra écrire dans les charges. Il faudra mettre dans les charges et corriger bien sûr l'amortissement. Et c'est ça qui va se mettre dans le compte amortissement. En d'autres termes, je vais essayer de le faire ici. On va mettre une bordure inférieure. Voilà, on va faire pas trop bas, pas trop haut. Il faut que je mette 10 valeurs. Voilà, accueil. Bordure droite. Voilà. Alors, ayant ceci, ben, ces valeurs-là s'écriront dans le compte d'amortissement. Ici. Je n'ai pas tiré cette formule, je ne sais pas pourquoi. Égal celui-ci. Je sais pas pourquoi je sais pas la tirer, c'est bizarre ça. Voilà, là je l'ai. Là ça s'arrondit, non, là ça s'arrête à 11 000. Et ça, c'est le compte amortissement. Amortissement sur installation point machine point outillage. Et bien sûr, ça, vous devez mettre les périodes. Hein. Bon, mais ça c'est quand je passe la dotation. Hein. Je passerai la dotation. Donc en fin d'année. Donc, je vais faire une copie directe, c'est encore mieux. Bon, je reprends ceci. Voilà. Et là, je vais marquer dotation.
Voilà, chaque année, il faudra passer l'écriture égale ceci. Voilà, ça c'est chaque année. Chaque année, il faudra faire ça. En fin d'année. Chaque fin d'année. Voilà, chaque fin d'année, il faudra faire ça. Et bien sûr, là, vous devez réécrire, recorriger à chaque fois ce compte-là. Qui est par rapport au compte installation machine outillage. Installation machine outillage. Alors, donc celui-ci c'est un compte de charge, je vous le dis tout de suite. 6302. Voilà, c'est un compte de charge. C'est chaque fin d'année qu'il faudrait écrire ça. Mais pour savoir la valeur résiduelle, le VR, ben, ce sera égal à, si je peux le trouver, tout d'abord, je vais mettre le VR ici, valeur résiduelle. Alors, installation machine outillage, c'était 415 000. C'est la valeur de départ. Je la mets ici. Voilà, 415 000. Alors, pendant l'année, ben, la première année, vous écrirez l'écriture suivante. 83 000 ici. À celui-là. Alors, la valeur résiduelle, vous pouvez la trouver ici. Alors ici, je peux mettre la VR aussi. Par rapport au compte IMO, installation machine outillage. Comment? Ben, je fais 415 000 moins 83 000. Voilà, on sait bien que la machine, maintenant, il ne reste plus qu'une valeur de 332 000. Elle ne vaut plus 415 000, c'est fini. Et alors, en fin d'année, bien sûr, on écrit la première écriture qui est celle-ci. Hein. Voilà. Ensuite, la deuxième année, on a 66 400. Voilà. Deuxième année, vous écrivez ceci, égale celui-là. Alors, notez ici que vous pouvez avoir le total. Hein. Voilà. Disons... Donc 415 000. Ici, c'est vrai qu'il y a une valeur résiduelle. On ne retombe pas à zéro. La 10e année, ce sera 11 140. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La valeur résiduelle, c'est 44 560 ici. Vous voyez, on ne retombe pas à zéro. Donc, si je fais le total et je mets la valeur résiduelle de dernière année, ben ça, c'est attention que c'est la valeur résiduelle dernière
de dernière année. Attention à ça. Donc je vais remettre 44 560. Voilà. Et maintenant, je vais additionner les deux. Égale celui-là plus celui-ci. Voilà, 415 000. Parce qu'il y a une valeur résiduelle de 44 560. Hein. Enfin, il va rester 44 560. Et donc, là, on aura toutes les écritures au fur et à mesure qui vont s'écrire. Voilà, installation machine outillage. Et bien sûr, ici, normalement, je dois avoir une somme. Si je mets 21 167, il doit rester 108 790. Donc ici, je vais mettre la somme. C'est la somme cumulée, exactement, qu'on retrouve ici, 306 210. Et donc là, je dois soustraire 400 000 moins la somme cumulée. Voilà, et j'obtiens bien cette ligne-là. Vous voyez bien que 415 000, voilà. Ben, attention qu'ici, bien sûr, si vous faites ça, ici les amortissements, ils doivent arriver jusqu'à la période 4. Voilà, on aura cette écriture-là. Et donc, ici, est-ce que je peux trouver la VR? Bien, pour trouver la VR avec celui-là, je peux le trouver à partir de celui-ci. 415 000 moins le dernier. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Ici, je dois avoir de nouveau une somme égale somme de cela. Voilà, somme de cela. Et là, je dois soustraire égal 415 moins 306, ce qui fait 108 790. Donc on a toute la ligne. Alors maintenant, si je veux faire le tour, bien sûr, la somme ici, elle va jusque B29. Hein. Voilà, elle va jusque B29. J'espère qu'ici, je l'ai fait aussi la même chose. Jusque Q29. La somme doit aller jusque Q29. Voilà, et sur base de ça, on peut tout trouver. Regardez bien. Ici, là, il suffit d'égaler. Hein. Je vais égaler. Période 5. J'égale celui-ci. Période 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est Q30. La somme, elle devait aller jusqu'à Q30.
28. La somme doit aller jusque 30. Non, 29, jusque 29. Jusque 29. Donc là, il va jusque 28, il doit aller jusque 29. Voilà. Ici, j'ai mis la période 5, 5, je dois avoir 136 000. Ah, il y a encore une erreur ici. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, donc ça veut dire que celui-ci, le 10 là, n'est pas... Donc ça va jusque Q28, donc c'était bon. De toute façon, 29, il n'y a rien. Donc que je mette 28, 29, c'est pas un problème. Voilà. Donc, là, j'ai le total. Alors, ça, je vous rappelle que c'est le total qui est ici. Là, 370 440, c'est ça. Là, on a alors, il faut rajouter à ceci, il faut rajouter la dernière valeur pour avoir le total de 415 000. C'est ce que j'ai fait ici, tout est bon. Par contre, ici, j'ai mis celui-ci. On a bien en période 6, 108 790. C'est juste. Avec en période 6, 27 197. C'est bien. Donc tout est bon ici. Et là, 108 000. Donc on a tout. Par contre, je vais corriger l'autre. Là, on a 1, 2, 3, 4, 6. Là aussi, j'ai fait un petit peu la même erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les périodes. Alors, cette somme-là, 333 000. Elle va jusque Q. Ouais, donc ça, il faut l'enlever. Et la somme, je vais la mettre ici. Tout ceci jusque là. Voilà, 333 408. Alors, sixième période. Le cumulé ne fait pas ça. Il fait pas ça. Donc on a 83 000, 66 400, 53 120, 42 496, 33 997. Ouais, c'est parce que je suis ici. C'est pas bon. Là, c'est bien 306 000. Et puis, je dois tirer 370 440. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Alors, ça veut dire que si je suis en période 6, 27 000, je dois enlever tout ceci.
Ici, j'ai pas besoin de la somme parce que je l'ai déjà en dessous. Voilà. Si on est en période 6, j'enlève ceci. 306 210. Voilà, 306 210, c'est bon. C'est bon. Donc tout est bon. Alors maintenant, si on est en période 7, regardez comment ça va être l'évolution. En 7, on a 327 000. Effectivement, on a le cumulé 327 000 ici. Ici, si je mets période 7, je tire. Période 7, on doit trouver 87 032. Alors, ça, c'est pas bon. La valeur résiduelle. C'est 415 000. Moi, la somme. Donc, la somme, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre la somme. Voilà, cette fois-ci, j'ai les 87 000. Période 7, j'ai les 87 000. Alors maintenant, tout marche, tout marche. J'ai bien les 87 000 en fin d'année. Maintenant, on va mettre le suivant, période 8. Voilà, période 8. Voilà, période 8, je vais regarder. 69 000, c'est bon. 69 000, en cumulé 345 000. Là, 17 406 pour l'annuel. Alors, je tire d'un cran pour la période 9. Ah, période 9. On a valeur résiduelle 55 700. Effectivement, c'est bon. Voilà. 13 925 en cumulé. C'est juste. Enfin, en annuel, je m'excuse, en annuel. 359 300 en cumulé. Effectivement, on l'a ici, il est là. Alors, le 9 ici, 13 925, il est là. Mais il est là aussi. Voilà. Ce montant 359 300, il est là. Mais il est aussi là. Donc tout est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais faire la dernière période, le 10. Et il va avoir une valeur résiduelle de 44 500. Il faut que je le tire. 17 000. Je ne sais pas si pour autant qu'ils le prennent, parce qu'ici, il ne veut pas le prendre. Mais enfin bref, je ne vais pas le tirer parce que je n'arrive pas à le tirer. Je vais prendre directement d'ici. Voilà, et ici, je vais essayer de le tirer. Voilà. Et il nous reste les 44 560 en résiduel qui est là. Pour la dernière année. Donc ici, on ne retombe pas à zéro. Hein. C'est un amortissement dégressif qui ne retombe pas à zéro. C'est un amortissement dégressif, bon, avec une valeur non nulle. La 10e année, elle vaut 44 560.
Alors, installation machine-outillage, c'est le compte 23. Et donc l'amortissement en correspondance, c'est 239. Voilà, et ça, j'appellerais ça, moi, l'amortissement de type 1. Pourquoi de type 1? Parce que j'ai mis un taux qui était toujours le même ici. Voilà, j'ai mis un taux qui est toujours le même. Je vous remercie.